L'invité de ce Smart Impact, c'est Edwige Ray. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes associé responsable RSE développement durable du cabinet Forvis Mazars, leader international de l'audit, la fiscalité du conseil. Et on va parler de votre baromètre annuel, c'est la 15e édition déjà. Mais d'abord, peut-être quelques mots de la RSE, ce que ça représente pour un cabinet comme le vôtre. Alors pour nous, c'est assez important puisque en tant que cabinet, on a différents enjeux. Et le premier enjeu qu'on va avoir, c'est le capital humain. On a un métier de service, donc forcément, les collaborateurs, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous, c'est d'avoir les bons collaborateurs avec les bonnes compétences. Donc soit il faut attirer les bonnes compétences et les bonnes expertises. Et nous, c'est vrai qu'on les fait grandir, nos collaborateurs, puisqu'on les prend tout jeunes et on les forme pour pouvoir qu'ils puissent nous accompagner sur la durée. Donc c'est un des piliers les plus importants de notre trajectoire et stratégie RSE. Le deuxième sujet, c'est tout ce qui est éthique et compliance, parce que la valeur d'un commissaire aux comptes, c'est quand même sa signature. Et donc, il faut quand même qu'on garantisse toute l'indépendance associée à cette signature. Donc ça, c'est un des gros piliers. Et le dernier, on a quand même le sujet climat. Alors, c'est vrai que dans le service, c'est pas le plus important. On n'est pas un industriel, oui, mais pour autant... Vous n'avez pas des émissions directes très importantes. Non, exactement. Mais on a des enjeux, parce qu'on a des déplacements collaborateurs, forcément, pour aller dans les entreprises. On utilise aussi du numérique. Et donc, on a tout l'impact du scope 3, de la chaîne de valeur. Donc, nous aussi, on doit travailler sur les sujets. Et on prend aussi pas mal d'engagements, comme les entreprises du baromètre, parce qu'on doit être exemplaire, comme les entreprises qu'on audite ou qu'on conseille. Est-ce qu'ils vous demandent, tiens, mais qu'est-ce que vous faites, vous, Bien chez sûr. Forvis, Comme la plupart des fournisseurs, entre guillemets, ou prestataires, dans tous les appels d'offres, on nous demande notre stratégie RSE, et on est noté, et c'est une partie de la note, pour obtenir potentiellement le marché. D'ailleurs, cette stratégie RSE, elle est placée sous la direction de sous la direction générale, quoi. Oui, c'est une stratégie. J'arrive pas à poser ma question, mais vous l'avez compris. C'est-à-dire, c'est vraiment intégré à la stratégie du cabinet. Oui, aujourd'hui, c'est vraiment porté par notre directeur général qui la déploie. Alors forcément avec les équipes, mais on veut que ça soit au plus haut du cabinet parce qu'on a conscience et on l'a vu chez nos clients pendant un certain nombre d'années que le tone of the top est extrêmement important. Donc c'est lui qui donne le là, et après, à nous de déployer et de mettre en œuvre. Ouais. Dans le baromètre, il y a les questions environnementales, puis il y a les questions sociétales, notamment les écarts de rémunération femmes-hommes. Est-ce que, tiens, ça c'est une question qui est abordée dans le cabinet, et quel indice vous avez si vous l'avez? On n'a pas encore publié vous n'avez pas encore publié un rapport. Non, mais on c'est quelque chose sur lequel on est très attentif, à la fois dans les recrutements pour avoir un équilibre homme-femme le plus important, et je pense, sans trop m'avancer, qu'on est plutôt bien équilibré, puisqu'on a vraiment des grilles qui ne font pas de distinction, et comme pour toutes les entreprises, on tient compte des départs en congé maternité, etc., et pouvoir permettre un rattrapage aux femmes, parce que nous, notre enjeu, c'est d'avoir plus de femmes associées, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore à l'équilibre au niveau du top management et de l'association. Et donc, c'est de pousser nos collaboratrices à rester chez nous, à se projeter. Et donc, ça passe aussi par pas d'écart salarial. Merci beaucoup déjà pour ces questions sur le cabinet lui-même, sur Forvis Mazars, qui publie donc, c'était au mois de septembre, la 15e édition de ce baromètre RSE, publication de 154 entreprises françaises et européennes, notamment des entreprises issues du CAC 40, du SBF 120. Déjà, est-ce qu'il y a une leçon principale que vous pouvez tirer de ce 15e baromètre? Alors, la leçon, nous, quand on a commencé à regarder les rapports, on avait un peu peur. Parce que l'année dernière, franchement, les entreprises n'étaient pas prêtes. Puis on sentait qu'elles y allaient quand même à reculons. Et finalement, c'est quand même une réussite. Les rapports sont bien faits, répondent aux attendus. Là, vous parlez du respect de la directive CSRD, exactement. Le rapport sur le bilan extra-financier, exactement. etc. L'exercice déjà lui-même était quand même un peu périlleux, parce qu'on est quand même passé de quelque chose d'assez volontaire, où les entreprises pouvaient choisir ce qu'elles publiaient, à un cadre normatif qui s'inspirait beaucoup du cadre financier, qui est un cadre quand même assez rigide, et le passage n'était pas simple. Et franchement, les entreprises, je pense que se sont interrogées longtemps si elles arrivaient à faire ce passage-là, et elles l'ont fait. Et finalement, elles ont répondu à beaucoup de sujets. Alors, c'est pas parfait. Bien entendu, il y a des sujets où elles ont dit, ça, on n'a pas l'info. Là, on n'a pas de politique. Là, on n'a pas d'objectif. Mais l'exercice a été bien fait. Et finalement, la marche était haute, mais elles l'ont passé. Donc, avec 33% des entreprises qui ont publié un plan de transition conforme aux exigences de la CSRD, une entreprise sur 4 qui publie un plan aligné sur l'accord de Paris. Donc vous étiez plutôt positivement surprise, on va dire ça comme ça, de la participation, de l'intégration. Et pourtant,
On en a reçu beaucoup ici. Il y a eu un flot de critiques sur la complexité, les 800 pages, et puis finalement, un Parlement européen qui est en train de revenir en arrière sur cette CSRD. Elles ont fait le travail, en fait. Elles auraient pu ne pas le faire, puisque c'est un objectif de transparence. Donc, à l'arrivée, c'est vrai que ça a été, je pense, assez douloureux pour les entreprises. Je pense qu'on va le dire. L'exercice n'a pas été simple, mais l'exercice a été bien fait. Aujourd'hui, il n'y a pas à rougir des rapports qui ont été publiés. Après, là où je vais rejoindre les entreprises, c'est que c'est quand même un document qui est extrêmement long, avec beaucoup d'informations, et je dirais même presque trop d'informations. Et pour autant, moi, il y a des sujets, où vous parliez du plan de transition. C'est quand même la première fois, moi, j'ai 15 ans que je fais le baromètre, que j'ai une donnée que je peux analyser sur les trajectoires des entreprises et comment elles le mettent en œuvre. Avant, c'était impossible dans les autres publications. Là, sur cette partie climat, je pense que la CSRD a atteint son objectif. On sait pourquoi, aujourd'hui, on n'est pas parti sur une bonne trajectoire pour atteindre les 1,5 degrés avec l'accord de Paris. Parce qu'en fait, les entreprises, malgré tous leurs efforts, elles n'y sont pas. Et c'est un constat, c'est comme ça, c'est pas grave en soi. Et ça, on n'aurait pas pu le faire sans la CSRD, cette analyse-là. Donc, moi, je trouve que ce texte, il a des avantages, il permet de savoir où on en est sur certains sujets, mais il y a trop d'informations qualitatives. On délaye, il y a des répétitions. Il faut vraiment réduire une partie du texte, finalement, pour aller à l'essentiel. Oui, au final, alors il y a une simplification, mais il y a surtout un décalage, voire une perte d'ambition sur la taille des entreprises qui vont y être soumises. Pas encore. C'est pas totalement sûr, mais enfin, c'est parti pour. Quoi. Effectivement, il y a encore quelques étapes dans le processus européen, mais est-ce que vous craignez que les entreprises qui se sont engagées là fassent marche arrière, ou alors au contraire vous dites non, elles ont fait l'effort une fois, maintenant elles vont y aller, quoi. C'est ce qu'elles nous disent en fait. C'est lancé. Le plus dur, c'est le premier rapport. Donc là, en tout cas, les entreprises de la vague 1, donc les entreprises cotées, elles ont fait l'exercice et donc elles vont continuer. Même certaines nous disent, même s'il y a un changement de SRS, qui sont les normes, les standards utilisés, nous, on ne changera pas grand-chose dans notre texte. Donc le plus dur, c'est la première année, on va dire, sur le sujet. Là, elles vont continuer. Et après, c'est vrai que sur le fait qu'il y a un décalage de 2 ans, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, puisqu'on avait quand même du mal à voir comment des entreprises non cotées, qui n'ont pas non plus les mêmes équipes que les directions RSE, le nombre de personnes à travailler sur ce sujet-là. C'est normal qu'elles aient un peu plus de temps et ça leur permet de se préparer. Et nous, on le voit qu'elles se préparent pour être au bon niveau dans 2 ans, parce qu'elles voient que les entreprises cotées, qui sont parfois leurs homologues en termes de taille également, elles sont à un bon niveau. Donc, c'est bienvenu. Et pour les seuils, moi, je trouve que l'important, c'est qu'il y ait une publication. Parce que ce qu'on commence à voir aujourd'hui, notamment sur les aspects de bilan carbone et de transition, c'est que ça ruisselle. Je dois être aligné à l'accord de Paris, je me suis engagée. En général, la partie Scope 3, fournisseurs à mon aval, est très importante dans un bilan carbone. Donc, je demande à mes fournisseurs de faire des actions. Et eux-mêmes d'être alignés, etc. Donc, on voit déjà ces actions-là aujourd'hui. Donc, l'important, c'est qu'il y en a qui publient, qui aient des objectifs. Et ensuite, ça va décliner. Et c'est ça qu'on cherche. À quel point c'est aussi un outil de comparaison des entreprises entre elles? Est-ce que c'est trop tôt pour que ça en soit vraiment un? C'en est un sur certains sujets. Le climat, c'en est un. On peut comparer aujourd'hui, puisque les méthodes sont quand même assez homogènes. Il y en a d'autres, pas encore. Là, pour le coup, l'objectif n'est pas tout à fait atteint. Par exemple, sur les données sociales, on parlait gender pay gap, le ratio d'équité notamment. Là, on a vu quand même qu'on avait beaucoup de méthodologies. Alors, le diable se cache dans les détails. Sur le papier, ça ressemble. Mais dans la réalité, il y a des écarts. Et moi, j'aurais du mal à comparer les ratios d'une entreprise à l'autre de manière fine, parce qu'on sait que ce n'est pas les mêmes définitions. Donc, il y a quand même des sujets. On voit qu'il y a des nuances, mais il y a quand même des points. Et tous les sujets environnementaux en font partie, où je trouve qu'on arrive quand même à comparer, pas au chiffre près, de toute façon, le bilan carbone, on sait qu'on n'est pas au chiffre près, mais on arrive quand même à comparer les entreprises. On va terminer dans un instant sur justement les questions sociales, sociétales, mais est-ce que vous avez le sentiment, vous nous dites, ça fait 15 ans que vous suivez ça, que les efforts, je mets des guillemets, les plus faciles ont été faits par les entreprises, et que là, on rentre dans une dimension qui est beaucoup plus compliquée, et que peut-être elles vont avoir du mal à s'engager sur des résultats pour la fin de la décennie, par exemple? Alors, elles s'engagent pour 2035. Elles s'engagent dans des résultats sur 2030, en tout cas, c'est l'obligation. Ça, 2030, c'est fait. Donc, elles sont engagées. Mais après... Alors après, c'est plus compliqué. On attend aussi que l'Europe se positionne, puisque nos objectifs de 2030 sont aussi très liés aux ambitions de la Commission européenne. L'Europe est en train de se positionner, on va voir sur quoi on atterrit. Mais globalement, il y a quand même des ambitions à 2045-2050. Ce qu'on n'a pas, c'est comment on y passe. C'est-à-dire que 2030, on connaît l'ambition, on connaît les leviers, en tout cas les entreprises les publient et comment elles les financent, dans la plupart des cas. 2045-2050, on ne le sait pas. Mais l'ambition, elle est quand même là. Puis il y a quand même toute une partie innovation,
Je pense qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, après 2030, que les entreprises vont avoir du mal à publier des éléments concrets. Donc, moi, je crois que c'est quand même lancé sur ces sujets-là. En tout cas, pour les entreprises, on dit vague 1, grosse société cotée. Pour les plus petites, je pense que c'est plus compliqué. Sur l'écart de rémunération femmes-hommes, il y a ce chiffre que vous donnez, l'écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes, il est de 15%. Est-ce que, alors, vous disiez en même temps, c'est compliqué, on donne ce chiffre, mais il n'est pas 100% fiable, c'est ça ? Parce que les méthodes ne sont pas forcément les mêmes. Ce n'est pas une question de fiabilité, puisque ça a été audité et c'est fiable. En soi, le chiffre qui est présenté, c'est le chiffre qui a été calculé selon la méthode que l'entreprise a définie, avec la bonne donnée initiale. Par contre, il y a des nuances dans la manière de calculer. Est-ce que je prends hommes et femmes sans me faire des niveaux en fonction du type de poste, cadre, etc. Il y en a qui ont décomposé et qui ensuite ont fait un calcul moyen sur la décomposition. Ça donne pas le même chiffre que si on prend hommes, femmes et qu'on fait une moyenne sur le sujet. Donc c'est pour ça que ce chiffre, il n'est pas faux, parce que 15%, quand on fait une moyenne, c'est l'ordre de grandeur qu'on a en tête. Mais après, si on veut comparer deux entreprises dans un même secteur, moi j'aurais tendance à dire, regardez les petites lignes qu'il y a marquées qui expliquent la méthodologie, parce que finalement, on peut avoir 2-3% qui sont dus à la méthodologie utilisée. Dernier mot sur le ratio d'équité. Donc là, ça mesure l'écart entre la rémunération la plus élevée et la rémunération médiane. Alors là, c'est très hétérogène. Comment vous l'expliquez là aussi ? Parce qu'on a des périmètres différents. Il y en a qui l'ont calculé que sur la France. Il y en a qui l'ont calculé que sur certaines entreprises. Il y en a qui ont fait des calculs aussi en tenant compte des postes dans les entreprises. Et donc, à l'arrivée, on n'obtient pas du tout le même résultat. Et on a des écarts types qui sont quand même énormes. Alors après, on sait qu'il y a des entreprises qui sont plus exposées, où il y a des gros écarts de rémunération. Mais moi, c'est vrai que quand je pense ce chiffre-là, je suis pas capable de dire est-ce que c'est la bonne donnée, est-ce que finalement, à l'arrivée, c'est la méthodologie qui biaise parce que les entreprises ont pris des périmètres différents. Donc, moi, je considère que celle-là, elle n'est pas encore assez mature et que ça serait bien que la Commission européenne rajoute des éléments d'explication sur comment on calcule, quelle est la méthode pour qu'on puisse vraiment comparer. Donc, le message à la Commission européenne, c'est simplifier sur un certain nombre d'éléments, mais soyez un peu plus exigeants sur d'autres. Plus précis, en tout cas, sur l'attendu et comment on calcule l'information, parce que c'est vrai que nous, on est auditeurs, on regarde cette info. On prend la définition de la Commission, mais c'est vrai qu'il y a plein de moyens de calculer sur cette partie-là, et c'est pas faux. Mais c'est juste qu'on n'en fait pas grand-chose aujourd'hui de cet indicateur. Merci beaucoup Edwige Rey, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre Zoom, la demande mondiale en énergie qui continue d'augmenter.